Bonjour à tous et à tous. Merci de répondre présent à ce débat stratégique. Décarboner les fournisseurs, oui, mais comment? Que nous avons le plaisir d'accueillir ici chez Engie en partenariat avec l'École de Paris du Management. Nous avons l'honneur d'avoir un panel de très haut niveau pour explorer cette question très essentielle et stratégique. Pour les personnes qui sont à distance, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Teams. J'aurai le plaisir de les rapporter en salle. Et sans plus tarder, donc je passe la main à Michel Berry, cofondateur de l'École de Paris du Management, qui animera ce débat. Merci beaucoup, Fouad. Nous avons fait un débat en septembre dernier sur le sujet de la CSRD. Est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité? Et Julia Maris avait parlé de l'opportunité que crée la CSRD. Et dans la discussion, on avait parlé de la chaîne de valeur et en particulier de la décarbonation des fournisseurs. Et c'est là qu'elle nous a donné un chiffre qui nous a donné le vertige en disant que Engie avait 80 000 fournisseurs de premier rang. Et je me suis dit, oula, 80 000, c'est donc un problème d'organisation, de management peu ordinaire qu'il faut traiter dans une grande entreprise comme Engie. Donc on s'est dit, on va étudier ce sujet. Alors le principe décarboner les fournisseurs, tout le monde est d'accord. C'est sur le comment que les choses sont un peu plus compliquées. Si un fournisseur propose un produit décarboné moins cher ou au même prix et de même qualité, il n'y a pas de discussion. Il va trouver facilement un marché. Si c'est plus cher, comment cette discussion? Comment est-ce qu'une grande entreprise peut accepter des prix un peu plus chers pour des produits décarbonés? Comment cela se passe dans les discussions de gré à gré et dans les appels d'offres? Les appels d'offres, c'est encore sans doute un peu plus compliqué. Si les investisseurs doivent investir dans la durée pour se décarboner, comment font-ils pour le financer? Est-ce que des clients s'engagent sur plusieurs années ou pas? Bon. La décarbonation soulève un certain nombre de questions que nous allons essayer d'éclairer aujourd'hui. Alors, le débat va s'organiser de la façon suivante. Dans un premier temps, chaque intervenant présentera en 10 minutes le point de vue de sa fonction. Donc ce sera d'abord Aurélia Tremblay, ensuite Serge Heusbrock pour Comfil et Mathieu Elouin pour la BPI. Dans un deuxième temps, j'organiserai une discussion entre les trois intervenants. Et dans un troisième temps, qui durera longtemps, ce sera le dialogue avec la salle. Donc je passe la parole à Aurélia Tremblay. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter Engie pour ceux qui ne sont pas d'Engie, parce que ce panel est ouvert plus large qu'au sein de l'entreprise. Donc moi, je suis la directrice des achats du groupe. Et donc l'objectif, c'est de présenter en quelques minutes, effectivement, les principaux éléments du rôle stratégique des achats dans la décarbonisation de nos marchés amont et notamment de nos marchés fournisseurs. C'est moi qui ai les slides, c'est ça ? Donc, quelques mots sur Engie pour certains d'entre vous. Donc, comme vous le savez, la raison d'être d'Engie, on a une raison d'être qui est forte. C'est pour agir, pour accélérer vers une économie neutre en carbone à travers, d'une part, la baisse de la consommation d'énergie, mais aussi des solutions plus neutres en carbone. Donc, pour nous, c'est très fort et c'est très fort dans la façon dont on mène nos plans d'action. Donc, on est un acteur prépondérant de la transition énergétique. On est présent dans une trentaine de pays. On est aussi, on a 98 000 collaborateurs et en termes d'activité, on investit massivement dans le renouvelable, dans les infrastructures énergétiques et aussi dans les solutions de flexibilité pour permettre d'avoir un système énergétique décarboné, mais aussi fiable et abordable. Donc la stratégie d'Engie, on a beaucoup communiqué pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les éléments. On croit beaucoup au fait qu'il faut axer à la fois sur les molécules et les électrons, et notamment pour s'assurer de la décarbonisation des industries lourdes et du transport. Et on a des projections effectivement qui démontrent ça en termes de rentabilité et de résilience de ces plans de décarbonisation. On ne fera pas aussi sans les molécules pour permettre de décarboner les industries lourdes. En termes d'ambition, on a une ambition forte. D'abord, un plan d'ambition 2030, d'être la meilleure utility de la transition énergétique, ce qui inclut la décarbonisation, et un objectif net zéro carbone à 2045 sur l'ensemble des scopes 1, 2, 3, ce qui évidemment est challenging pour un fournisseur d'énergie notamment.
Et donc, on s'est fixé évidemment des objectifs intermédiaires liés à la décarbonisation et vous allez le voir, ça a un impact aussi dans nos plans d'action achat. Le premier, c'est de réduire de 30% nos émissions de méthane par rapport à notre point 2017 et aussi la sortie du charbon, que ce soit en Europe d'ici 2025 ou dans le reste du monde d'ici 2027. Donc, en termes de politique achat, donc quelques mots sur ce que ça veut dire les achats chez Engie. Donc vous avez parlé des 80 000 fournisseurs, on va aussi et d'abord parler des 19 milliards, parce que c'est un chiffre qui est important. Donc quand on parle de 19 milliards, c'est la dépense adressable du groupe hors achat d'énergie, qui sont gérés par nos collègues de chez James. Et pour votre information, il y a 65% de ces 19 milliards qui sont effectués en Europe. Donc on est un acteur prépondérant, et d'abord prépondérant en France et en Europe. En termes de plan d'action, ça aura de l'importance pour la suite. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'est pas manufacturier, parce que souvent, quand on parle de décarbonisation, on parle de composants, on parle de processus de production. Donc, on achète des produits finis et des services pour bâtir des solutions. Et donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous rend bien plus dépendants de nos marchés amont et de nos marchés fournisseurs, pour permettre de décarboner, d'atteindre nos objectifs 2045 net zéro carbone, mais aussi de décarboner les chaînes de valeur. Donc vous parliez des fournisseurs, 80 000 fournisseurs, on va y revenir en plan d'action. Il faut garder à l'esprit qu'on a 1600 fournisseurs à peu près qui font 80% de la dépense, donc ça c'est un chiffre important. Ça veut dire qu'on concentre de plus en plus notre activité avec des fournisseurs stratégiques, tout en ayant aussi un panel de petites entreprises, d'écosystèmes qui est très important dans le tissu industriel de nos solutions et des solutions qu'on délivre sur le marché. Donc, quand on a 19 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est aussi un game changer, parce qu'on est aussi un donneur d'ordre très important pour un certain nombre d'entreprises, des grandes entreprises et des petites entreprises. Et donc, notre objectif, c'est d'influencer le marché et de tirer profit de nos fournisseurs et de la collaboration qu'on peut avoir avec des fournisseurs stratégiques, notamment un certain nombre de fournisseurs dits pionniers en matière de décarbonisation, pour aussi aider nos plus petits fournisseurs à se décarboner. Donc l'objectif, c'est évidemment d'oublier personne. Et pour ça, les acheteurs sont très importants, effectivement, en termes d'objectifs de décarbonisation et de faire travailler à la fois nos petits et nos grands fournisseurs. Donc, si on passe en termes de plan d'action, il y a un peu de wording de façon un peu simplifiée. La décarbonisation, c'est un processus complexe qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, quand on dit l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a évidemment les composants, les processus et la logistique. Donc, ça rend la décarbonisation des achats, ce qu'on appelle le fameux scope 3 amont, complexe. Et donc, l'objectif pour décarboner, c'est bien d'agir sur l'ensemble de ces éléments et de ces maillons de chaîne. Sinon, on n'arrivera pas à avoir une décarbonisation efficace dans le temps. Donc, nous, on a pris le parti d'avoir un plan d'action qui est sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est de mesurer et de bien mesurer. Donc, on a beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur définir une méthodologie affinée de comptabilisation carbone avec des facteurs d'émission précis. Ça veut dire qu'on a pris l'ensemble de nos typologies d'achat et de nos familles d'achat et on a défini quels étaient les axes pour décarboner ces différentes typologies d'achat. Et donc, ce qu'on appelle les facteurs d'émission. Et donc, on en a déduit un système sur lequel on engage nos fournisseurs et on suit ces flux de données à travers des outils. Donc, on va installer l'outil qui s'appelle Sweep, qui est un outil assez leader du marché pour suivre ces flux de données, mais aussi pour suivre l'évolution et le monitoring des plans de décarbonisation. Parce que quand on parle de décarbonisation, on est sur le long terme. Donc, c'est un point qui est important et pour nous, Engie, et aussi pour l'ensemble de nos chaînes de valeur. L'objectif, c'est évidemment de s'assurer de travailler avec les meilleurs fournisseurs qualité, coût, délai, un peu classique pour l'acheteur, mais aussi à terme les meilleurs fournisseurs décarbonés qui évidemment sont en ligne avec nos objectifs net zéro. Et pour ça, il faut les engager, il faut engager l'ensemble des fournisseurs, donc les grands fournisseurs. Donc on a signé un certain nombre de LOI, plus d'une centaine aujourd'hui, des lettres d'intention et d'engagement de la part de nos fournisseurs. Ils s'engagent à mesurer. Ils s'engagent à avoir un engagement sur leur plan de décarbonisation chiffré. Donc, on leur a demandé ces éléments
et ils s'engagent à avoir un plan d'action intermédiaire qui est partagé avec nous, sur lequel on les accompagne également. Et le deuxième point avec les grands donneurs d'ordre, c'est aussi de travailler ensemble sur des politiques industrielles et sur des grands projets industriels d'une certaine façon. Donc on a un certain nombre d'exemples aujourd'hui dans l'ensemble de nos catégories d'équipements clés qui nous permettent effectivement de faire de la co-construction avec nos fournisseurs et de s'assurer aussi d'être les pionniers et de développer ensemble des solutions qui sont plus innovantes et donc plus innovantes aussi en carbone dans la façon dont on interagit. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets de politique industrielle avec un certain nombre de fournisseurs clés, notamment ce qu'on appelle les top émetteurs, qui sont les principaux, qui sont liés en général à la dépense. Quand on dit qu'on a 1600 fournisseurs principaux en termes de dépenses, c'est aussi en général les principaux en termes d'émissions carbone. On n'oublie pas évidemment les petits fournisseurs sur lesquels on a un plan d'engagement complémentaire mais différencié. On a fait un plan avec l'ABPI et ADEME pour les aider à se décarboner parce que l'objectif, c'est aussi de protéger, bien sûr, nos débouchés au niveau ENGIE. On a 25 000 PME en France avec qui on travaille, donc c'est significatif. Mais c'est aussi de ne pas les laisser en marge de la décarbonisation parce que l'ensemble des grandes entreprises sont engagées dans un objectif de décarbonisation et si on n'aide pas les plus petits fournisseurs, ils resteront à un moment donné à la marge. Donc on a besoin d'eux pour livrer nos projets, mais l'objectif c'est évidemment de s'assurer du maintien de notre tissu industriel d'une certaine façon. Et donc on a dans les objectifs des acheteurs, vous demandiez comment on fait aussi dans les objectifs des acheteurs en plus de travailler avec nos fournisseurs, le fait d'avoir des projets sur l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur, donc sur les composants avec des produits chimiques biosourcés, sur des problématiques de processus avec aujourd'hui, par exemple, des fournisseurs d'acier bas carbone sur nos turbines éoliennes, par exemple, ou sur demain les structures qu'on va installer au Chili dans le cadre de champs solaires, et également des problématiques de logistique. On a revu nos processus d'approvisionnement et on a aussi, d'une certaine façon, bundlé nos commandes pour s'assurer qu'on crée un flux logistique différencié et qu'on packageait des achats pour éviter de créer des émissions carbone liées au flux logistique. Donc l'objectif, c'est bien de jouer sur l'ensemble des éléments. Et on a évidemment la circularité où aujourd'hui, nos fournisseurs sont engagés avec nous à travailler sur ces éléments de circularité, sur l'ensemble des composants et notamment les composants les plus intensifs en carbone pour s'assurer d'avoir une réutilisation des produits plutôt que de s'en séparer. Voilà, donc ça c'est nos principaux piliers, mesurés, engagés. Et donc évidemment, on a 2 KPI principaux pour suivre ça. On a nos fournisseurs qui sont engagés, nos fournisseurs dits préférentiels, à travers un rating qu'on fait avec notre partenaire EcoVadis. Donc on s'assurait d'une notation sur nos critères environnementaux mais aussi sociaux et éthiques. Vous parliez de la CSRD, donc tout ceci va de pair. Et également d'avoir nos principaux fournisseurs qui sont engagés dans une démarche de décarbonisation avec des objectifs plus ou moins alignés avec ce qu'on appelle la norme SBTI. Donc on s'assure aussi de travailler avec des fournisseurs qui nous ressemblent d'une certaine façon et qui ont les mêmes engagements que ce que peut avoir ENGIE sur le marché. Bravo, vous avez fait 10 minutes. Donc je passe la parole à Serge Sbrock. Ben, c'est tellement rare que bravo. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Serge Sbrock, je suis le directeur opérationnel du groupe France Camfil. Je vais présenter un petit peu Camfil parce que je pense que autant ENGIE tout le monde connaît, autant Camfil je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse. Donc en fait, on est une société suédoise, 6000 personnes dans le monde, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Et notre produit, c'est ça, ce sont les filtres à air de haute efficacité. Donc, c'est quoi les filtres à air de haute efficacité? Sur la gauche, vous avez les unités de traitement d'air qui vont aller dans les blocs opératoires, les salles blanches, les salles de fabrication pour les composants électroniques, etc. Ensuite, vous avez des groupes de dépoussiérage. La seconde partie un petit peu plus à droite. Les groupes de dépoussiérage qui peuvent aller dans des industries assez polluantes. Donc, ils vont permettre de filtrer tout l'air de ces usines. Ensuite, nous avons des filtres pour des turbomachines.
Un petit peu sur la droite, vous avez aussi tout ce qui est filtre à charbon actif, notamment pour les atmosphères dangereuses. Et ensuite, à droite, un gros morceau de notre chiffre d'affaires, parce que même s'il est tout à droite, il représente 40%. Ce sont les caissons pour les centrales nucléaires, les EPR, les sous-marins nucléaires, toute la partie nucléaire. Donc, alors, M. Berry parlait tout à l'heure de ça, mais nos produits, en fait, sont un petit peu plus chers que la concurrence parce qu'ils ont une consommation électrique de 20% en dessous. Alors, un filtre, ça ne consomme pas d'électricité, mais un filtre, il y a, en fait, quand on met un filtre dans une paroi de ventilation, il ralentit l'air. Et donc, il y a nécessité d'avoir une puissance plus grande pour pousser l'air. Et donc, c'est la perte de charge, on appelle ça. Et ça, c'est ce qui fait notre force vis-à-vis de nos concurrents, c'est-à-dire qu'on a une perte de charge 20% inférieure à celle de nos concurrents. D'où nos produits un petit peu plus chers. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vend nos produits à nos clients. Il est vrai que parfois, il faut qu'on aille expliquer à nos clients pourquoi un filtre qui a 20% d'efficacité de plus est un petit peu plus cher. Mais c'est un sujet intéressant. Et donc, naturellement, on est passé à des objectifs de décarbonation. Et donc, sur les 17 objectifs, je crois qu'il y en a 18 maintenant, sur les 17 objectifs, il y en a 4 sur lesquels le groupe a décidé de se concentrer, parce que ce sont ceux sur lesquels on a le plus d'impact. Donc, le premier, c'est la bonne santé et le bien-être. Alors, ça paraît évident quand on fait des filtres, mais on a engagé, et ça va juste avec le 8 qui est juste après, on a engagé une politique pour tous les employés. L'objectif, c'est que chaque employé Camfil, les 5700 employés, ait un air à respirer qui soit correct et filtré. Donc, ça veut dire que chaque bureau est équipé avec un cam cleaner, c'est-à-dire ce sont des appareils qui filtrent l'air, etc., etc. Nos ateliers aussi, ce qu'on rencontre pas toujours dans l'industrie. Ensuite, évidemment, sur le 11, les villes et les communautés durables, puisqu'on fournit beaucoup d'équipements urbains pour filtrer l'air, et notamment tout ce qui est administration. Je suis sûr qu'ici, il y a des filtres Camfil pour filtrer l'air des bâtiments, l'air des supermarchés, l'air de nos hôpitaux. Et puis, dans les blocs opératoires, je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle, je souhaite à personne d'y aller, mais si vous y allez, levez la tête, vous verrez des plafonds filtrants. Et les plafonds filtrants sont faits chez nous. Donc, les filtres sont fabriqués chez nous et ils sont installés dans les blocs opératoires. Et ensuite, le dernier, le 12, sur lequel on se concentre également, c'est l'impact de nos usines de production qu'on réduit en permanence. Alors, c'est un peu particulier, donc on a une trentaine d'usines dans le monde, on est implanté un petit peu partout, mais on a une priorité à nos marchés domestiques. C'est-à-dire que la France livre en priorité la France, la Suède livre en priorité la Suède, et ainsi de suite, même si on va livrer à l'étranger, en sachant que quand on livre à l'étranger, on livre systématiquement une de nos filiales qui, elle, va relivrer dans son pays, afin de limiter les impacts carbone, puisqu'elle va pouvoir grouper avec ses produits. C'est la stratégie du groupe à aujourd'hui. Alors, on a fait le Life Cycle Assessment de nos produits, et on se rend compte que, et c'est là que c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sera intéressant de voir sur d'autres types de produits, que la partie utilisation du produit est plus que prépondérante, puisqu'elle est plus de 100 fois plus grande que le reste. Et donc, ce qui est logique, puisque nos produits, les filtres fonctionnent 24 heures sur 24 en permanence. Et donc, c'est là qu'il y a une consommation assez élevée. Ça ne nous empêche pas de travailler sur le reste, mais c'est pour ça qu'on a une grosse équipe d'études qui étudie nos produits pour améliorer encore l'efficacité. L'efficacité et surtout la perte de charge. Ensuite, nous avons le groupe à engager, je ne sais pas si je l'ai celui-là, non je ne l'ai pas, mais je vais en parler quand même. Le groupe a engagé une démarche EcoVadis. Donc EcoVadis, c'est
un organisme qui vient nous auditer tout le groupe et qui va évaluer notre performance sur la décarbonation, sur la sustainability au global. Donc voilà, le premier audit a eu lieu en 2023, il y en a eu un en 2024 sur les 1, 2, 3, 4, 5, les 7 usines principales du groupe. La France est gold, la Suisse et la Suède sont silver, et puis l'Espagne, l'Allemagne et puis le Canada sont bronze. Alors EcoVadis, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas comment ça fonctionne, c'est particulier parce qu'il y a une notation, mais en plus c'est un concours. C'est-à-dire il y a un nombre de places pour être silver, ou pour être gold, ou pour être platinum, puisque notre objectif c'est d'être platinum. Et en fait, ce sera, s'il y a 10 places platinum, ce sera les 10 meilleurs qui seront platinum, même si le 11e a un bon résultat à l'audit. Donc c'est encore plus challenging, mais c'est intéressant. Donc voilà pour Camfil. Donc je le répète, moi je suis directeur opérationnel du groupe, donc je ne suis pas tous les jours dans la sustainability ou la décarbonation, mais je pourrais amener le point de vue des producteurs sur la décarbonation. Un point important aussi concernant l'EcoVadis, c'est qu'avec nos fournisseurs, dans notre politique achat, désormais, EcoVadis fait partie de la politique achat. Ça ne veut pas dire qu'on refusera un fournisseur s'il n'est pas EcoVadis, mais en tout cas, quand on va évaluer nos fournisseurs et les offres de prix, ça fera partie des critères qu'on prendra en compte. Et ensuite, pour nos fournisseurs actuels, on a créé un club des partenaires avec nos fournisseurs et on fait la promotion d'EcoVadis dans ce club des partenaires afin que nos fournisseurs qui ne le sont pas encore puissent se diriger vers cette démarche. Voilà pour moi pour l'instant. Merci. On passe la parole à Serge, Mathieu Elouin pour la BPI. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à ce panel au titre de BPI France. Alors, peut-être que certains connaissent BPI France, mais je vais vous proposer un petit panorama avant. C'est là, c'est ça? Ok, parfait. Pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que la Banque publique d'investissement française. Donc BPI France, l'objectif, c'est de servir l'avenir en soutenant l'innovation, les PME et les ETI françaises en particulier. Et à travers 7 grands métiers, et moi je vais représenter le métier en vert, le métier du conseil que vous voyez là. Donc il y a 7 grands métiers. L'innovation, c'est tout le support aux startups françaises, à peu près 20 000 startups de l'écosystème que nous soutenons. La garantie, c'est le soutien aux banques françaises, puisqu'elles font appel à BPI France pour garantir une partie de leurs crédits, notamment les crédits vers les petites entreprises. Et il y a une garantie verte notamment pour tous les projets qui ont un impact environnemental. Les fonds propres, c'est l'investissement. Donc BPI France, c'est aujourd'hui un gros investisseur, le plus gros investisseur de fait en France, sur des portefeuilles très très larges, puisque voilà, on va aller de Doctolib à Veolia, par exemple. Vous avez le financement, donc l'activité bancaire, l'activité dite de crédit que nous faisons cofinancement avec les grands réseaux bancaires. Donc l'idée, c'est d'apporter un soutien effectivement pour accélérer les projets de nos PME et de nos ETI et partager le risque avec les grandes banques. Le conseil que je représente, c'est toute l'activité dite extra-financière. Et le principe, c'est que finalement, c'est bien d'investir, c'est bien de financer des entreprises, mais à un moment donné, la formation et le conseil aux dirigeants, aux chefs d'entreprise est fondamental, parce qu'eux n'ont pas forcément le temps de se former. Or, ils ont des entreprises qui évoluent très vite, qui doivent faire face à des caps réglementaires, des caps sociaux, des contraintes économiques. Et donc, cette partie extra-financière, elle est fondamentale si on veut travailler la vraie performance et le vrai impact sur l'économie française. Ensuite, vous avez l'export. Donc, on va soutenir l'effort de nos PME et de nos ETI françaises et de nos grands groupes vers l'international. Plus on exporte, plus on a une économie résiliente. Et là-dessus, nous ne sommes pas les meilleurs élèves européens. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, le 7e métier, c'est le métier dit de la création. C'est comment on fait en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs en France.
L'objectif, c'est qu'il y ait un entrepreneur par famille. C'est une clé très très importante pour demain rapprocher les Français et les Françaises des enjeux économiques de terrain. Et donc, c'est aussi un métier très très important. Voilà, ça c'est pour le scope global de BPI France. Alors, nous, en termes de conseils, et ça va nous amener sur le sujet décarbonation, on accompagne chaque année. L'année dernière, on a fait 8700 missions de conseil. Donc, c'est un impact assez massif avec un poids très important sur le climat. Vous voyez les 4 axes que l'on va travailler avec les entrepreneurs français, les entrepreneuses françaises: l'excellence opérationnelle, l'innovation, l'export, le climat. Et donc, sur ces quatre axes, on va les aider à être extrêmement performants. Les axes s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que, justement, ce qui est intéressant dans la dimension climatique et décarbonation, c'est qu'elle doit se relier avec de l'excellence opérationnelle et que c'est un moyen aussi de traiter la résilience et la performance globale de l'entreprise. Ce n'est pas qu'une injonction réglementaire. C'est fondamental. Idem sur l'innovation. Si sur l'innovation, on va aussi avoir des impacts très forts liés à la décarbonation. Si on va, par exemple, réinternaliser, relocaliser certaines activités en France parce qu'on réussit à innover et à être aussi performant que d'acheter certains composants en Asie ou en Amérique, on va travailler la dimension également climat. Voilà. On forme à peu près 30 000 dirigeants par an sur cette activité. Alors après, sur la dimension très climat, on l'évoquait tout à l'heure, puisqu'on a le plaisir aussi de travailler avec Engie. Nous avons tout un panel aujourd'hui de solutions. On a, alors j'aime bien dire, parfois une boîte à outils à disposition des entrepreneurs de PME et de TI, donc sur ces second rang, premier rang de fournisseurs dont on parle. Et ça va donc de la colonne de gauche. En fait, on y va crescendo. Donc vous avez une partie de missions qui sont c'est la partie formation que vous voyez sur la gauche avec BPI France Université. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les états des lieux, ce qu'on appelle les diagnostics, qui vont permettre à un dirigeant de se positionner, de se benchmarker, de savoir un petit peu quelles sont les recommandations autour de son activité pour justement aller se décarboner, pour adresser des questions de... par exemple, vous allez retrouver le diag décarbonation pour savoir quel est le positionnement de l'entreprise et les recommandations pour améliorer son empreinte. Vous allez retrouver le diag aujourd'hui adaptation, qui est comment moi j'adapte, je me prépare et j'intègre la dimension CSRD pour avoir un business model très résilient, et donc comment je m'adapte à ces enjeux-là. Vous allez avoir un diag biodiversité, vous allez avoir... Voilà, on va essayer d'adresser un scope assez large. Ensuite, vous avez une dimension qui est la mise en œuvre et le déploiement, et qui est plutôt la mise en place d'une vraie stratégie RSE. Donc là, on rentre sur un accompagnement un peu profond, du conseil un peu plus profond autour de ces sujets. Et vous avez un quatrième axe qui est l'axe de transformation. Et nous avons des accélérateurs. Donc ce sont des programmes pour des dirigeants de PME d'ETI, des dirigeantes de PME ETI, dans lequel on va les former, les conscientiser, mettre en place des stratégies, des plans d'action pour transformer leur entreprise. Donc là, c'est très profond. C'est un investissement plus important, mais avec un impact certain qu'on a démontré ces dernières années, qu'on a mesuré avec une méthode scientifique pour démontrer que ces entreprises derrière, elles se transforment plus vite, elles accélèrent plus vite, donc plus de croissance, des modèles plus vertueux économiques associés.
Donc ça, c'est vraiment toute notre gamme verte. Derrière, vous avez des prêts verts. Il faut savoir que nous, en tant que banque aujourd'hui et en tant qu'investisseur, et c'est ça que je représenterai aussi en plus de la dimension conseil, nous analysons l'ensemble des dossiers d'investissement et de financement au regard de critères carbone et au regard de respect d'un certain nombre de gouvernances ESG. Donc ça devient de plus en plus important pour nous dans nos décisions de financement et d'investissement. Et donc, nous aidons les entrepreneurs et les entrepreneuses à travers des produits qu'on co-construit. Ces produits verts, vous voyez, ils sont co-construits notamment avec l'ADEME, qui est un très grand partenaire de BPI France et qui nous utilise en fait comme capacité, comme de l'autre côté, on aime le dire, nous sommes capables de faire du porte-à-porte de masse, d'accompagner vraiment en grand volume des PME. C'est ça aussi la force de BPI France. Et du coup, on évoquera peut-être, mais aujourd'hui, je lance un appel dans un contexte qui est public, qui est assez de dotation publique assez compliqué, de ressources publiques, comme vous le savez. Les questions budgétaires sont très importantes. Et la collaboration entre les grands acteurs du privé, tels qu'Engie et d'autres, et BPI France et l'ADEME, etc., pour accompagner nos PME françaises est absolument essentielle. Donc je suis ravi de faire partie de ce panel aujourd'hui. Merci. Donc on va pouvoir passer avec un petit peu d'avance à la partie échange avec les intervenants. Je vais partir de la remarque de Serge Hersbrock. Nos produits sont un peu plus chers, mais il faut économiser en énergie ensuite. Enfin, en énergie, je mets. Bon, si vous discutez avec un acheteur, il va retenir l'idée, c'est un produit un peu plus cher. Les économies d'énergie, c'est les fabricants qui le font. Si son KPI ne tient pas compte des économies d'énergie, ça va mal se passer. On sait qu'un acheteur est souvent programmé pour être dur en affaires et négocier les prix, le reste étant un peu secondaire. Et la question, c'est est-ce que vous sentez qu'une écoute facilement de ce genre d'arguments? Et la question reliée à Tremblay, c'est comment on fait évoluer le programme le logiciel des acheteurs. Si un acheteur ne raisonne que prix, il n'est pas vraiment adapté exactement à la... Oui. Moi, je ne connaissais pas bien les achats dans l'industrie automobile, puis en plus de la chaîne de grande distribution, j'ai autant vous dire que pour leur faire parler d'autre chose que des prix, c'est pas facile. Donc, j'imagine que, alors, d'abord, vous pouvez donner une note d'ambiance, et puis peut-être Aurélia Tremblay, expliquer comment, d'abord, il y a 2 points, comment ils sont formés, puis les KPI, comment ils sont évalués. Juste une remarque, je viens de l'industrie automobile pendant plus de 20 ans. Effectivement, en tant que fournisseur des grandes automobiles, au niveau des achats, c'était un petit peu comme ça. Mais je trouve que ça a évolué. Et dans notre cas, ce n'était pas tellement un problème parce que nos clients connaissaient nos produits techniquement et savaient qu'on avait vraiment un avantage concurrentiel. Mais ça évolue. Et justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça évolue dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus challengé là-dessus parce qu'effectivement, on peut acheter un produit, pas tout à fait tous, mais certains produits similaires aux nôtres à l'autre bout du monde, mais ce n'est pas du tout le même produit. On a des clients qui ont essayé de faire ça et puis qui sont revenus vers nous ensuite. Mais effectivement, on voit une évolution où c'est de plus en plus compliqué parce que les acheteurs ont des objectifs et ils ont de plus en plus de mal à les tenir. Donc, du coup, on est quand même beaucoup challengé sur ce sujet-là. D'autant qu'on a, par rapport au débat qu'on avait en septembre dernier, les questions de compétitivité deviennent de plus en plus prégnantes et j'imagine que ça pèse. Oui, c'est-à-dire que là où avant on n'a jamais pas eu de challenge sur les prix, mais c'était moins prégnant qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Le logiciel des acheteurs. Donc, le logiciel des acheteurs,
lui aussi évolué, a été upgradé, si on fait cette analogie d'une certaine façon. Donc effectivement, on voit bien, et je pense que vous le confirmez, aujourd'hui on a une approche qui est beaucoup plus globale et moins orientée uniquement prix. Donc on a des politiques de catégories d'achat qui sont en ce sens. On a le leadership des achats qui est vraiment dans un premier lieu dans la promotion et la contribution de ce type d'objectifs. Et après, on met aussi des objectifs et aux acheteurs et lors des appels d'offres. Donc on a aujourd'hui chez Engie décidé que le critère ESG devait peser à minima 15% de l'ensemble des appels d'offres, en prenant en compte les KPI que je vous ai présentés avant, sur le fait que la plupart devaient avoir une démarche EcoVadis pour être supérieure à 45, pour revenir à votre point, pour être considéré comme un acheteur préférentiel et donc donner lieu à un certain nombre de marchés. Donc on voit bien qu'en fait c'est assez multiple. Donc on a évidemment les critères dans les appels d'offres, on a nos politiques de catégorie qui sont très forts, et on a les enjeux globaux qu'on voit. Notre objectif, c'est de livrer des projets. Donc on prend en compte aussi la résilience, et la résilience prend en compte la proximité. Donc d'une certaine façon, nos objectifs multiples de résilience servent la décarbonisation, même si dans certaines catégories, ça ne va pas être un objectif premier. Après, il faut aussi noter qu'il y a eu beaucoup de progression sur ces enjeux. On voit nos chaînes amont qui s'organisent, qui ont leurs propres objectifs. On voit les politiques d'accompagnement et de financement qui peuvent avoir lieu. Donc, on a aussi aujourd'hui des catégories d'achat et des typologies d'acteurs qui sont assez matures, sur lesquels acheter un peu plus décarboné, même si ce n'est pas complètement zéro, ce n'est pas beaucoup plus cher, ou c'est même pas plus cher du tout. Surtout quand on prend un objectif de cycle de vie. Vous en parliez, on fait ça de plus en plus. L'acheteur ne regarde pas le prix. L'acheteur regarde bien l'ensemble des cycles de vie, avec les réglementations qui nous obligent aussi à traiter la fin de vie du produit. Quand on prend un coût complet et un coût global, on s'aperçoit que sur un certain nombre d'équipements, c'est aussi moteur et ça favorise la décarbonisation. Et donc, évidemment, les acheteurs prennent ça en compte. Je vais poser la question à Mathieu Elouin. Est-ce qu'il voit BPI faisant un panorama très large de toutes les entreprises, est-ce qu'il voit des convergences ou des différences significatives entre les entreprises? Est-ce que toutes les entreprises sont aussi préoccupées qu'Engie de la décarbonation, ou est-ce qu'il voit des variations significatives? Dans la parole publique, toutes les entreprises ont aujourd'hui intégrer cette dimension-là, parce que c'est notamment les grandes entreprises qui sont cotées, parce que ça fait partie, sont une forme de pression saine de leurs actionnaires ou dans leurs assemblées générales, et donc cette dimension-là, puis dans les codes de gouvernance de la FEB, du MEDEF, etc., cette dimension-là est bien prise. Après, dans les faits, bon, ça va dépendre de gros enjeux opérationnels. Donc, je ne pourrais pas dire c'est typique, il y a des filières qui respectent moins que d'autres. Je ne voudrais pas faire de name and shame. Bon, il y en a qui sont évidemment beaucoup plus aujourd'hui vertueuses par nature. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a, on parlait de l'automobile, par exemple. L'automobile aujourd'hui est soumis à des pressions très très fortes de transformation. C'est monumental ce que vit l'industrie automobile actuellement. Donc effectivement, il y a besoin de temps dans l'industrie. Nous, on milite beaucoup pour cette dimension, le temps, parce que l'adaptation d'une chaîne industrielle, et on le voit là, le passage par exemple du thermique à l'électrification, c'est monstrueux comme transformation. Et donc, on est obligé d'avoir un chemin un peu de crête où il faut quand même composer. À la fin, il faut quand même vendre des voitures. Il faut... Voilà. Donc, il n'y a pas de position dogmatique. Nous, ce qu'on constate, c'est que de toute façon, on n'a aucun dialogue avec aucun chef d'entreprise sans la dimension climat. Ça n'existe pas chez BPI France. Aucun de nos chargés d'affaires ne peut obérer cette dimension, et aucun de nos clients PME, ETI ne peut ne pas répondre à nos questions, à nos questionnaires, et intégrer cette dimension. Oui, cela dit, par rapport à il y a 6 mois, il s'est passé un certain nombre de choses. Trump, les préoccupations de compétitivité,
la directive Omnibus, et puis on a l'impression, même, alors une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on voit qu'il y a des reculs, en tout cas dans les discours sur le climat, et les jeunes sont complètement passifs. Il y a quelques années, à l'école polytechnique, ils étaient tout le temps sur le qui-vive, et là, je ne vois plus de réaction à l'école. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup à l'école des mines. Donc je me suis dit, soit ça rentre dans les mœurs, soit ça se relâche. Autrement dit, si ça rentre dans les mœurs, quoi que dise Trump, ça n'a pas d'importance. Ou si ça se relâche, est-ce que vous sentez quelque chose de cet ordre? Alors, nous, on a entendu aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent un certain assouplissement de réglementation. Bon. Et nous, un des grands objectifs, c'est quand même la réindustrialisation française. Hein, c'est une obsession que l'on va porter, un combat très très fort. Et donc, on veut gagner un peu de temps pour que les industries se transforment et donc les accompagner, les conseiller pour qu'elles le fassent. Donc, on accueille plutôt cet assouplissement comme une bonne nouvelle. Maintenant, cet assouplissement, il doit se traduire par le fait qu'on ne lève pas le crayon, on ne fait pas rien, on ne fait plus rien. Ça veut dire qu'on a un peu plus de temps pour se structurer et que tout ça soit raisonnable et ne mettre pas nos entrepreneurs devant un truc impossible où finalement ils ont une injonction de se transformer et de l'autre côté, ils n'ont pas la capacité de financer, d'investir parce que les délais sont trop courts. Et donc après, c'est le crash. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le grand public, et on avait partagé un peu, Michel, avant, en préparant cette table ronde, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas une question de jeunes, de vieux. Nous, on constate que il y a des gens qui portent vraiment ce sujet-là à cœur aujourd'hui, dans toutes les générations. Moi, je peux vous dire, j'ai quatre enfants, j'ai 4 filles, et je ne les sens pas tellement plus préoccupés que moi de ces sujets. C'est assez marrant. D'ailleurs, je les engueule un peu. Mais par contre, j'ai des enfants d'amis qui ne veulent plus que leurs parents voyagent, ne veulent plus qu'ils prennent l'avion, ne veulent plus qu'ils mangent de viande, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est très divers, l'adoption, et qu'on la retrouve, par contre, nous, chez beaucoup de dirigeants de PME, très militants, et qui sont de génération plutôt de la mienne, entre 50 et 60, et qui sont très, très impliqués sur le sujet. Donc, voilà, je pense, là, c'est au contact, c'est en faisant aussi une transformation qui est de plus en plus raisonnable et qui boucle avec le fait qu'elle soit, comment dirais-je, pragmatique. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que si on prend le climat en dehors de l'excellence opérationnelle du modèle économique et de l'innovation, ça devient dogmatique. Si ça devient dogmatique, c'est dangereux pour l'entreprise. Donc il faut vraiment rassembler les deux. Et je pense que l'écriture de ces prochaines années est vraiment dans ce sens-là. Donc nous, on est plutôt très, très positif. Il me semble qu'il y a une chose qui est importante pour nous en tant qu'à l'école de Paris. On existe depuis 30 ans, on fait beaucoup de séances chaque année. Et depuis une dizaine d'années, on voit effectivement les choses évoluer. Il y a quelque chose d'important aujourd'hui, c'est que ces préoccupations font partie des procédures d'entreprise. Elles sont ancrées dans les entreprises, ce qui fait que ça avance, pas forcément toujours de façon aussi visible. Il y a toujours des ONG qui les accusent d'inaction climatique, mais ça avance. Ça avance. Et c'est un point important, mais qui n'est pas toujours facile à expliquer. Je reviens sur 2 mots qu'avait utilisé Aurélien Tremblay, engager les fournisseurs et accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire engager? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une charte pour les engager, il y a donc un document. Et accompagner, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Est-ce que ça veut dire les former, les aider, les soutenir financièrement? Accompagner, c'est un mot qui mérite d'être expliqué un peu. C'est effectivement... C'est bon, oui. C'est effectivement assez large, donc il faut effectivement différencier les grandes entreprises des plus petites. Donc on voit bien que sur les grands donneurs d'ordre, on les engage parce que
on fait ensemble des politiques industrielles et d'une certaine façon, on a des politiques d'innovation sur lesquelles on va co-construire des solutions de demain ensemble. Donc ça, on se sert de l'écosystème pour faire un jeu un peu gagnant-gagnant, 1 + 1 = 3, et ça marche plutôt bien avec les grands donneurs d'ordre. On voit bien que sur les plus petites entreprises, on a quand même une problématique de ressources, au-delà de ce dont parlait Mathieu en termes de temps qui est nécessaire. Et donc là, l'objectif, c'est aussi de se dire qu'ils n'ont pas les ressources que nous, on peut avoir pour se permettre de travailler l'ensemble des politiques, l'ensemble des plans d'action. Donc, on a identifié un certain nombre de nos fournisseurs, les plus petits, les PME, et donc on a décidé avec l'ADEME, avec la BPI, mais il y a plein d'autres moyens, de les accompagner, c'est-à-dire de s'assurer qu'eux-mêmes comprennent quels étaient les enjeux, comment ils pouvaient faire leur premier niveau de diagnostic et quel pouvait être, à leur échelle, le premier niveau de plan d'action. Et ça, encore une fois, c'est important parce qu'on voit bien que dans nos KPI, notamment extra-financiers, ça devient des éléments qui sont prépondérants et on a besoin de ce tissu industriel. Donc, il faut monter au fur et à mesure la maturité de nos petites entreprises. Donc, on fait aussi des journées fournisseurs dédiées sur ces sujets, sur lesquels on partage des expériences. On a des fournisseurs qui viennent partager. Et en fait, on a toute une émulation de cet écosystème qui permet aux plus grands d'embarquer les plus petits et aussi nous, en embarquant nos plus grands fournisseurs, eux vont embarquer leurs plus petits fournisseurs et donc on a un effet d'entraînement qui est en fait assez positif et assez vertueux. Donc je pense qu'il faut rester très positif sur ce sujet malgré effectivement l'écosystème qui peut être un peu anxiogène. Et par rapport à votre point précédent, je voulais revenir là-dessus. N'oublions pas que nous, les grandes entreprises, on est quand même sur un temps long. Donc on peut avoir des politiques qui arrivent ici et là, qui évidemment structurent nos plans d'action. Hein. On va pas cacher ces éléments. Notamment, vous parliez des US avec les subventions, etc. Bien sûr que ça a un effet structurant. Néanmoins, quand on décide d'avoir un objectif net zéro carbone, quand on décide de sortir du charbon, on n'est pas à l'échelle court terme d'une politique. On est bien sur un engagement long terme. Et donc, ce qu'on fait avec nos chaînes de valeur, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est rentré dans nos politiques et dans nos rituels, en tout cas industriels qu'on a avec nos partenaires principaux. Et engager, ça veut dire signer une convention ou quelque chose d'équivalent? Non, ça va un peu plus loin que ça, effectivement. Engager, ça veut dire qu'on se met d'accord sur ce que chacun doit livrer. Ça, c'est déjà important parce que nos fournisseurs ont des objectifs qu'on valide ensemble, mais nous aussi, nous avons des objectifs. Et donc, ça permet, vous l'avez dit tout à l'heure, on aime bien faire des économies, nous, les acheteurs. Le carbone, c'est un peu la même chose, d'une certaine façon. À quoi ils s'engagent à terme, en termes d'économie carbone, sur les produits qu'on va leur acheter? Et donc, pour ça, on a deux façons. On a quelles sont leurs propres politiques qu'ils prennent eux-mêmes avec leurs fournisseurs. Rappelez-vous, Engie est intégrateur, donc on est très dépendant de nos propres fournisseurs. Et le deuxième moyen, c'est aussi comment est-ce qu'on fait ensemble, notamment avec les pionniers, ceux qui sont les plus en avance, des projets innovants qui peuvent servir de vitrine pour aussi leurs clients de demain. Donc, eux sont très intéressés et pour nous, pour être pionniers dans cette décarbonisation. Et quand vous avez des fournisseurs d'acier, par exemple, on a beaucoup parlé de Mittal, ArcelorMittal et de la décarbonation de leur fabrication d'acier. C'est des sommes considérables. L'État a investi une partie. Est-ce que une entreprise comme Engie ne peut pas seule peser? Est-ce qu'il y a des alliances entre des grandes entreprises, bien qu'elles soient concurrentes, pour faciliter la décarbonation de chaînes primaires comme celle de l'acier, par exemple? Donc effectivement, c'est un point qui est important aujourd'hui dans notre vision un peu long terme de nos politiques d'achat. Donc nous, on a décidé de ne pas faire d'equity, donc on ne prend pas de part dans des sociétés à proprement parler. Néanmoins, on est prêt et on l'a fait à s'engager sur des volumes auprès de fournisseurs qui seraient pionniers en termes de décarbonisation. Et donc, si on regarde votre exemple de l'acier, on a un très bon exemple sur lequel on a travaillé, avec un fournisseur qu'on peut nommer, qui s'appelle Nextracker, qui fait des structures pour les panneaux solaires, sur lequel on a fait avec eux le premier projet de structure dit à bas carbone, qui permettent une économie substantielle des CO2 émis. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a réussi à trouver ensemble une équation économique. En étant Engie un grand donneur d'ordre avec 18 milliards, on peut aussi se permettre et on doit se permettre d'avoir des objectifs qui sont complémentaires. Faire nos objectifs d'économie avec un certain nombre de plans d'action et faire des objectifs de décarbonisation en complément de ces plans d'action. Donc on arrive aussi à trouver des équations économiques qui sont satisfaisantes, même si on paye un peu plus cher
sur la partie acier décarboné, en l'occurrence sur les trackers, mais on a compensé pour garder une équation économique du projet. Donc ce coût complet est absolument prépondérant parce qu'on croit aussi qu'on a besoin de développer ces chaînes de valeur. Et pour un certain nombre, bien sûr que c'est un investissement aujourd'hui, mais il faut les mettre à l'échelle pour demain. Et effectivement, on a un rôle à jouer dans cette mise à l'échelle. Et là, c'est Engie tout seul ou c'est Engie avec d'autres clients? Il y a globalement un effet d'écosystème. Quand on discute avec nos partenaires quelquefois et concurrents, on a les mêmes problématiques et on a aussi les mêmes fournisseurs. Donc tout en gardant nos politiques achats de façon complètement indépendante et différenciée, on arrive à avoir des choses qui sont similaires dans la façon dont on opère avec nos principaux fournisseurs. Donc il n'y a pas d'objectif commun de filière comme ça peut être dans l'automobile. C'est vrai que ça peut être un objectif de se dire pourquoi on ne développerait pas au sein de l'énergie. On s'est posé la question avec les CPO, il faut trouver aussi le bon angle dans la façon de le mettre en œuvre, comme l'a fait l'automobile aujourd'hui. Néanmoins, on travaille vraiment sur les mêmes sujets et ça a un effet effectivement d'entraînement sur nos fournisseurs qui sont les mêmes fournisseurs au final. Vous avez dit que vous suiviez les prévisions de réduction d'émissions affichées par les fournisseurs. Donc chacun est invité à faire des prévisions. Comment est-ce que vous faites pour vérifier leur validité? Parce que il y a beaucoup de gens qui font des prévisions, mais les prévisions n'engagent que ceux qui les croient. Donc comment vous faites? Est-ce que vous avez des audits ou est-ce que vous avez des modalités un peu punitives qui font qu'ils ont intérêt à bien faire de bonnes prévisions? Alors aujourd'hui, bien savoir compter dans le carbone, je pense que c'est un challenge qu'ont toutes les entreprises. Donc on n'est pas dans une démarche punitive, on est dans une démarche plus de maturité aujourd'hui. L'objectif d'avoir identifié pour Engie des facteurs d'émission, c'est aussi de comprendre mieux et de juger de la crédibilité des plans carbone qui sont faits par nos fournisseurs. Donc on voit bien qu'un plan carbone avec des émissions, des facteurs d'émission pour une éolienne ne seront pas les mêmes que pour un téléphone portable, par exemple. Donc en faisant ce déroulé et en s'équipant d'outils, on arrive à voir la crédibilité des plans carbone de nos fournisseurs. Et après, il faut aussi accepter ce niveau de maturité sur un certain nombre de marchés sur lequel plus on compte, mieux on compte. Et donc là, on est prêt à les accompagner et accepter aussi une marge d'erreur. Ce qui est important pour nous, c'est la progression. De se dire, on part à un instant T avec un certain nombre d'éléments. Et par contre, on est en mesure d'évoluer et de monitorer cette évolution. Et c'est pour ça que ça a nécessité chez nous des aspects organisationnels. Moi, j'ai mis en place un responsable de la sustainabilité des achats, qui est dans la salle, Tanguy, et qui coordonne l'ensemble de la filière et une communauté d'acheteurs dédiés à suivre ces sujets partout dans le monde pour s'assurer que, effectivement, on mature bien notre façon de mesurer et pour mieux engager nos fournisseurs au final. Donc en fait, je comprends bien, les ETI ont beaucoup protesté contre le CSRD en disant que c'est plein de contraintes imposées par l'Europe. Quand c'est une contrainte imposée par Engie, ils écoutent un peu plus facilement que c'est l'Europe. Enfin, c'est-à-dire que l'enjeu est plus évident. Soit on est parmi les fournisseurs du futur, soit on est éjecté du système. Est-ce qu'il y a vraiment des risques aujourd'hui de fournisseurs qui risquent d'être éjectés de votre pool de fournisseurs? Aujourd'hui, on ne fait pas de blacklisting pour non-réalisation. De risque à terme. Donc à terme, oui, on a de toute façon un enjeu et un objectif net zéro à 2045. Donc de toute façon, l'équation est assez simple et mathématique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à part la partie qui pourra être compensée, mais qui coûte de l'argent, donc qui devra être dans une équation économique, nous devrons travailler avec un secteur amont qui sera dit décarboné et qui sera de moins en moins émetteur de CO2. Donc 2045, c'est après-demain, mais c'est pour ça qu'on a un plan d'action progressif de monitoring des émissions. Et donc aujourd'hui, en étant un acteur prépondérant dans le gaz, on a un scope 3 qui est relativement restreint. Mais plus on décarbone effectivement le gaz en gaz vert, plus notre scope 3 achat va augmenter proportionnellement, comme on le connaît dans les autres entreprises où le scope 3, c'est à peu près 80% des émissions. Donc ça, on en est bien conscient, mais on travaille. Le but, c'est pas d'aller plus vite que le marché et on travaille sur un plan progressif d'accompagnement, d'engagement, parce qu'on croit beaucoup au fait que si on fait les choses ensemble, on ira plus loin et on s'assurera de la pérennité de notre écosystème et de notre secteur. Pour les éventuels surcoûts d'une solution décarbonée par rapport à la solution classique,
est-ce que vous intégrez des critères comme le coût du carbone ou est-ce que vous avez des... Qu'est-ce qui fait qu'un acheteur accepte un coût supérieur au coût du concurrent? Parce qu'il faut qu'il l'explique en interne. C'est la raison pour laquelle c'est... Est-ce qu'il y a des références, le coût du carbone évité ou des choses comme ça? Dans l'industrie automobile, ça se développe. Hein. C'est vrai que certains commencent à mettre ce qu'on appelle un prix du carbone en interne. Et donc, ça veut dire que j'essaie d'illustrer pour ce que vous dites par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, certains mettent un prix du carbone et ce qui permet dans un appel d'offres de retraiter le prix final en considérant celui qui est plus ou moins émetteur de carbone. On n'est pas allé jusque-là aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite faire dans un premier temps. Encore une fois, ça fait partie des objectifs des acheteurs, ça fait partie des objectifs de nos business units aussi, de par le purpose d'Engie, et ça fait partie aussi de nos critères dans nos appels d'offres. Et donc, quand on revoit en termes de leadership les appels d'offres sur les équipements clés, on prend bien en compte l'ensemble des éléments et pas seulement qualité, coût, délai. Donc, c'est bien pris en compte aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas factoré de façon mathématique avec un prix du carbone. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Je demandais à Mathieu Eluin sur l'accompagnement des fournisseurs. Est-ce que vous avez des programmes de formation, d'aide Parce que accompagner les fournisseurs dans l'évolution, c'est un mot un peu vague. Est-ce que vous avez des programmes puisque vous parliez beaucoup de votre rôle de conseil, est-ce que vous êtes très impliqué sur ce front-là? Absolument, oui, ça c'est une des grosses, un des gros sujets pour mes équipes, hein, c'est le développement des offres justement dites de conseil et de formation associées à ces éléments de décarbonation. Alors je présentais tout à l'heure, j'ai présenté un peu le slide avec les 4 axes, hein, la formation, le diagnostic, derrière la mise en œuvre de la stratégie et puis la transformation. Donc ça, effectivement, on va... nous, notre savoir-faire, c'est un engineering de conseil. On va travailler avec... alors, ça peut être des partenaires. J'évoquais tout à l'heure l'ADEME, qui est un partenaire de premier rang pour nous. Et donc, on va effectivement valider les méthodologies de ces missions de conseil ou de ces diagnostics pour qu'ils ils aient à la fois un label ADEME et puis BPI France. Et derrière, on va effectivement proposer, grâce à l'ADEME notamment, on va subventionner une partie, hein, de cette mission de conseil, de ce diagnostic. Donc, ce qui permet qu'il soit plus facilement déployable par la PME. Donc ça, c'est aussi un axe important parce que au regard de ces autres dépenses, voilà, on a une sensibilité prix qui existe au niveau de la PME et évidemment, comme l'évoquait Aurélia tout à l'heure, voilà, les moyens ne sont pas les mêmes entre la PME, déjà rien qu'entre la petite entreprise, la PME et l'ETI, mais après le grand groupe, voilà, la capacité d'investissement, etc., tout ça doit être proportionné pour que justement on embarque tout le monde avec la bonne offre et le bon positionnement prix. Et par ailleurs, on travaille, nous, notre credo, hein, c'est que ce soit du conseil actionnable. Hein. Nous, on n'est pas, c'est pas McKinsey, moi je ne suis pas BCG, je suis pas... Donc ça, c'est bien pour les grands groupes. Nous, on a besoin d'avoir un conseil qui est totalement exécutable auprès du dirigeant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, un dirigeant de PME, lui, le conseil, ça ne fait pas rêver. Il a un peu peur du mot consultant, il a un peu peur qu'on lui donne des leçons. Et donc, il faut aussi travailler ce côté-là. Ce côté, toi aussi, tu as besoin de te former. Toi, tu es tout seul. Tu ne vas pas apprendre tout seul. Et quelque part, une fois qu'ils ont goûté à ça, d'ailleurs, ils adorent parce que vous devenez un vrai partenaire long terme du dirigeant.